Bonjour à tous. Je remercie évidemment le comité d'histoire de la ville de Paris et les archives de Paris de cette invitation. Comme je disais tout à l'heure, ça fait bien longtemps que je n'étais pas venu dans cette maison pour faire des recherches. Ça fait plaisir de revenir. Et on commence par un sujet qui, vous connaissez tous, l'équipe, tout le monde a entendu parler. C'est un monument non seulement du sport, mais de la presse française et internationale. Mais au-delà, sur la chronologie que je viens de choisir, c'est-à-dire 1946, 28 février pour être précis, la date de la parution du premier numéro, jusqu'à 2010. Je me suis arrêté parce qu'il y avait la Coupe du Monde de football à ce moment-là. Il y avait un certain nombre d'événements qui sont passés et où l'équipe a joué tout de même un rôle. Donc on terminera là-dessus tout à l'heure. Et puis bien sûr, aujourd'hui, en 2022, l'équipe continue. Mais c'est plus tout à fait la même chose qu'en 1946, forcément, puisque le contexte n'est plus le même. Et c'est pour ça qu'on va essayer, dans guise d'introduction, de bien se remémorer quand même ce qu'est déjà l'origine, le sport et la presse. On est vraiment dans un ensemble, comme disait quelqu'un qui a eu un rôle important à l'équipe, Édouard Zedler, qui a été simple journaliste, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, directeur de la rédaction, directeur général, donc un beau cursus honorum dans ce secteur-là. Il a, pour justement paragrapher, si vous voulez, sa marque en disant « je suis aussi un chercheur et pas simplement un journaliste », c'est le premier qui a écrit un livre sur le sport et la presse en 1964. Depuis, il n'y en a pas d'autres pour l'instant. Ceci dit, ce qu'il a fait est intéressant, d'autant plus qu'il a des archives utilisées qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Elles ont tout simplement disparu quand l'équipe a déménagé en 1987 de la rue du Faubourg Montmartre pour aller à Issy-les-Moulineaux. Et pour un chercheur, évidemment, c'est un peu toujours compliqué quand il manque d'archives. Et après, il a fallu solliciter beaucoup de témoins, croiser les témoignages. Comme toujours, le problème des témoignages, il faut les relativiser pour essayer de bien comprendre. Et ce que disait Édouard Zedler, donc, c'est que le sport avait vraiment un besoin de la presse pour se développer. Philippe Tétart l'a d'ailleurs bien évoqué dans un certain nombre de ses travaux. Et en même temps, c'est le vice-versa, c'est-à-dire que d'un côté, le sport est aussi peut-être important pour la presse, mais la presse sans le sport, que fait-elle? Donc c'est pour ça que progressivement, à la fin du 19e et pendant tout le 20e siècle, le sport a été un ingrédient majeur pour la presse, et puis ensuite pour la télévision, bien entendu, et aujourd'hui pour Internet. Donc mariage d'amour et de raison, certes, on pourrait dire mariage d'intérêt aussi, bien évidemment, c'est logique. Donc n'oublions pas aussi, à chaque fois qu'on travaille sur ces journaux, qu'on a affaire à des entreprises de presse. C'est-à-dire que si, quelle que soit la qualité du contenu, ils ne réussissent pas à pouvoir vendre suffisamment, le journal périclite et disparaît. Donc tout ce qui a été fait est tombé, évidemment. On constate que certains des concurrents de l'équipe pouvaient très bien être assez solides sur leur base, sur leur qualité rédactionnelle. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont pu être maintenus. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres ingrédients qu'on va essayer de vous donner, évidemment. Donc l'équipe, ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme j'avais intitulé jadis dans un DEA, à l'époque on disait DEA, vous voyez, et donc il y a très très longtemps. Et quand on constate l'évolution, il y a eu à l'intérieur un certain nombre de concurrences, parfois brèves, parfois virulentes, et depuis les années 80 et surtout 90, l'équipe est confrontée à beaucoup de concurrence, et pas forcément de la presse, la radio, la télévision, ça sera un élément à prendre en compte. Et quand on est aussi historien, on se doit d'être un peu un casse-pied. On est là aussi pour déconstruire la culture d'une entreprise. Je vous donne un exemple très simple. Si vous achetez l'équipe, que ce soit aujourd'hui, demain, quand vous voulez, vous regarderez l'ours et vous constaterez que le fondateur s'appelle Jacques Godet. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. Ceci dit, Jacques Godet est en partie le créateur seulement. Il avait 60% des parts de la SOPUSI, la société de publication sportive et industrielle, créée au mois de novembre 1944. L'Auto avait été mis de côté puisque c'est l'ancêtre de l'équipe, le journal L'Auto, créé en 1900, interdit à partir du mois d'août 1944 comme tous les journaux qui avaient été publiés à ce moment-là pendant l'occupation. Et Jacques Godet a anticipé en créant avec quelqu'un qui s'appelle Patrice Tominet, qui lui avait 40% des parts. Et il faut quand même bien dire aujourd'hui que si l'équipe existe, c'est en grande partie grâce à Patrice Tominet, parce que c'est lui qui a géré toutes les relations avec les ministères. Parce que c'est quelqu'un qui a été un résistant, il s'appelait le colonel Guillaume dans la Résistance, il faisait partie du réseau Vengeance, et cet homme-là était un intermédiaire, on va dire, fiable avec les autorités de l'époque. Alors que Jacques Godet
en tant que patron du journal L'Auto pendant la guerre, était discrédité et il était interdit non seulement de signer un article, mais que son nom apparaisse dans quoi que ce soit. Et ça a été comme ça pendant des mois, jusqu'à en gros, on va dire la fin de l'année 46, et puis il aura un non-lieu en 1949 seulement. Donc, quand on déconstruit la culture d'entreprise, on essaye de bien montrer qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte dans cette histoire. C'est bien plus compliqué qu'on peut imaginer. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est très significatif. En même temps, on a affaire avec le journal L'Équipe, donc continuateur de l'Auto, j'insiste, d'un journal qui a hybridé ses activités, c'est-à-dire qu'il est non seulement un médiateur, mais qu'il est aussi un producteur de spectacles sportifs. Si on observe la famille Godet, donc Jacques Godet, son frère Maurice et sa sœur Suzanne, à eux trois possèdent plus de 50% des parts de la société du Vélodrome du Parc des Princes. Plus de 50%. Et ils ont également beaucoup de parts dans la société du Veldiv. Dès qu'on dit Veldiv, tout de suite on pense à une période un peu cruciale et très négative pour cet espace. Jacques Godet était un des propriétaires à ce moment-là. Ceci dit, c'est une réquisition, c'est compliqué. Alors dans ses mémoires, il en parle très peu, ça fait 10 lignes à peine, et j'ai pu trouver dans quelques rares archives qui depuis ont été jetées à la poubelle malheureusement, et que j'ai pu photocopier avant, il a pu griffonner 2-3 bricoles en expliquant que pour lui c'était une souillure, mais qu'il n'a pas pu faire quoi que ce soit. C'est logique. Je veux dire, et ce n'était pas quelqu'un qui avait vocation à intervenir en tant que tel. Mais on sent que c'est un moment qu'il a marqué, parce que quand on parle du Veldiv et qu'on est propriétaire, c'est gênant. Et ce que je suis en train de vous dire là, ça ressort systématiquement dans les critiques qui vont être faites à ce journal, en disant « vous êtes des vendus à la société du spectacle ». Alors évidemment, ceux qui disent ça sont plutôt des personnes de la presse de gauche ou d'extrême gauche, qui étaient en face évidemment, comme on verra. Donc ça c'est important, et ça pose d'emblée le problème de la collusion d'intérêts. Quand on est le médiateur, est-ce qu'on va être objectif pour relater un événement dont on est propriétaire ? Le Tour de France, c'est pareil. Le Tour de France appartient aussi à la société de l'équipe à ce moment-là. Enfin, c'était l'Autovent, donc toujours l'équipe pareil. Donc ça pose une question cruciale sur la fabrique, justement, de l'information sportive. Quel est le degré de liberté, le degré d'indépendance que possède chaque rédacteur à l'intérieur du journal? Ça, c'est un souci important. Je pose d'emblée donc les éléments. Ensuite, toujours dans cette logique de société de presse, il faut évidemment avoir des lecteurs et surtout les fidéliser. Si possible, susciter des intérêts avec d'autres pour gagner du lectorat. Mais ça, c'est un élément important. On ne sait pas trop comment faire pour satisfaire un lecteur qui souvent est aussi un supporter. Si vous êtes un peu trop dur avec son équipe adorée, vous risquez de perdre ce lecteur. Donc il faut être toujours entre deux eaux pour essayer de nuancer vos propos, pour éviter de perdre un certain nombre de lecteurs. Et ça fait partie des écueils que beaucoup de ces anciens que j'ai pu rencontrer ont évoqués. En même temps, toujours pareil, comment faire pour que ce lecteur reste quelqu'un d'intéressant et d'intéressé? Est-ce qu'il faut être dans une littérature populaire assez classique? Souvent, on mettait les journalistes de sport, j'ai dit journalistes de sport plutôt que journalistes sportifs. Et ça, je le répète parce que des gens comme Jacques Ferrand ou autres ont insisté dans les écoles de journalisme en disant « Attention, on est d'abord journaliste et on travaille sur le sport. On n'est pas des journalistes qui faisons du sport pour se faire plaisir. » Donc il y a une nuance qui était importante dans leur rhétorique et sur lesquelles je me permets d'insister parce que c'est une manière aussi de leur rendre hommage à ces personnes-là. Quel est le langage qu'on peut mettre en avant? Est-ce que c'est un langage technique? Peut-être pas trop, parce qu'on va aussi peut-être perdre du monde. Donc on est toujours dans cet entre-deux. Le journaliste sportif se doit d'essayer de satisfaire le plus grand nombre possible de personnes en ayant en tête tous ces paramètres. Une fois qu'on a évoqué tout ceci, avec l'hybridation, avec la vente assez nombreuse de ces publications, est-ce que c'est un journal qui a un réel pouvoir? Alors, pouvoir politique, pas vraiment, pouvoir économique, pas vraiment, mais est-ce que c'est un pouvoir médiatique? Effectivement, c'est une question pour laquelle on va se poser la question, surtout par rapport aux sportifs. Est-ce qu'on peut construire une carrière? Est-ce qu'on peut au contraire en abîmer une? Pour des relations peut-être détestables avec quelqu'un, peut-être parce que vous estimez que cette personne-là n'a pas les capacités d'aller plus haut, je ne sais quoi. Donc on verra aussi dans un exemple important, c'est celui de Marcel Cerdan, comment l'équipe va nourrir justement
la carrière de Cerdan. Ils ne sont pas les seuls, mais ils ont fait beaucoup par rapport à lui. Donc son pouvoir médiatique, est-ce qu'il existait à ce moment-là? Est-ce qu'il existe encore jusqu'aux années 2010? Toutes ces questions-là, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure de ce que nous allons vous exposer. Et si nous reprenons chronologiquement au début, en 1946, on constate qu'il y avait une concurrence qui était féroce. On sort de la guerre. Alors je ne vais pas insister sur le contexte, il est bien connu, mais dites-vous bien que pour le monde de la presse, il manque de papier, il manque d'encre. Donc il y a des choix faits par le ministère de l'Information et la priorité n'est évidemment pas la presse sportive. Ça vient en dernier. Il faudra attendre les autorisations fin décembre 1945 pour que les premiers journaux puissent paraître en février 1946. Le premier qui paraîtra, ça sera Sport. Il paraîtra 5 jours avant, exactement avant l'équipe, le 23, à ce moment-là. Donc là, il y a un énorme souci de papier. C'est pour ça que, premièrement, ces journaux sont tri-hebdomadaires. Deuxièmement, ils n'ont que 2 pages, un recto verso simplement. Et quand on regarde bien la une, on sent qu'il y a des efforts qui sont faits sur la présentation. Mais si je vous ai montré la 2e page, on constate que là, on essaye de tasser au maximum les informations pour qu'on puisse remplir cette 2e page, tellement on est en difficulté pour pouvoir utiliser le peu de place qui est accordé. Pour ça, sous les yeux, vous avez le premier numéro de l'équipe et l'un des tout premiers numéros de Sport. Alors si je vous les montre, au-delà de l'aspect, on va dire, historique en tant que tel, c'est que vous avez également aussi, d'emblée, des différences qui sont évidentes dans la façon de présenter, d'ordonner. On constate déjà que Sport a une envie d'être beaucoup plus aéré, avec un titre, comme vous voyez bien, sur 8 colonnes. Alors que l'équipe, c'est la façon de faire de l'auto. Ce qui semble logique, puisque Jacques Godet, qui est toujours là en sous-main, mais également vous avez d'autres personnes importantes qui sont présentes parmi des directeurs de la rédaction, ou on ne disait pas directeur encore à l'époque, mais on disait rédacteur en chef, ou que ce soit par exemple des journalistes, ils étaient déjà à l'auto. Donc forcément, ils ont continué à faire comme ils savaient faire, idem pour les secrétaires de rédaction. Donc on a une façon différente de présenter. Mais il y avait un trublion, un 3e, qui s'appelle Élan. Alors si l'équipe est le continuateur de l'auto, que Sport est financé par le Parti communiste français, Élan, lui, est un élément un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a surtout des gens adeptes de l'athlétisme, avec Pierre Skaminski par exemple, qui avait été demi-finaliste au JO en 1936 à Berlin. Vous avez Gaston Meyer, qui est un entraîneur d'athlétisme également, et qui a donc réussi à, autour de lui, fédérer une équipe, sauf que les finances manquaient. Sans parler que leur plus grand donateur a eu des soucis avec la justice pour des transactions un petit peu difficiles à propos du vin. Bon, résultat, au bout de 77 numéros, Élan va devoir cesser et ils vont fusionner avec l'équipe. J'ai envie de dire que c'est pour le bien de l'équipe. Parce que ceux qui sont arrivés là étaient bourrés d'idées et ils ont influencé finalement non seulement la façon de concevoir le journal, mais aussi de rédiger. Et ça a été incontestablement un élément à prendre en compte. Si je reviens sur l'équipe, pour mieux comprendre qui est derrière, parce qu'une des plus virulentes attaques de la part de Sport, c'est de dire que c'était des stipendiés, que c'était vraiment ceux qui étaient là que pour le sport spectacle et qui oubliaient le sport de masse. Et quand on regarde la liste, et je fais ça de manière décroissante par rapport au nombre d'actions que possédaient les gens, on a énormément d'organisateurs de spectacles sportifs, bien sûr, dont Jacques Godet, avec sa femme, Robert Tominet, qui est le fils de Patrice Tominet. Donc si on additionne ces 4 personnes, on a déjà plus de 20% des actions, parce qu'entre-temps, ils en avaient vendu par rapport à ce que j'ai dit au départ. Vous avez également des personnes qui sont liées au vélodrome du Parc des Princes, qui sont liées au Veldiv. Donc ces gens-là sont, comme je disais, parmi ceux qui ont le plus investi dans l'équipe. De même qu'on a quelques sportifs, pas beaucoup. On a un pilote automobile de l'époque, par exemple. Bon, il y a peu de sportifs, mais il y en a quand même quelques-uns. Des dirigeants. Parmi ces dirigeants, il y en a un qui est très célèbre, c'est Jules Rimet. Jules Rimet a créé la Coupe du Monde de football, et c'est quelqu'un qui est encore, à ce moment-là, président de la FIFA. Donc, quand vous avez le président de la FIFA, donc Fédération internationale de football, qui est parmi vos actionnaires, ça pose évidemment beaucoup de questions après sur la façon dont on peut être indépendant sur ce qu'on va relater. Vous avez des
personnes éminentes aussi de certaines fédérations. Fédération de rugby, rugby à 13 par exemple, et puis d'autres, je ne vais pas faire toute la liste. Donc vous avez beaucoup de fédérations, parmi des amis d'avant-guerre qui ont mis leur obol, parfois beaucoup de bol d'ailleurs, pour que ça puisse fonctionner. Nous retrouvons aussi les deux principaux clubs parisiens. Nous avons des gens qui exercent des fonctions importantes au sein des dirigeants du Stade français ou du Racing Club de France, qui font partie des soutiens financiers et des actionnaires donc de l'équipe. En deuxième, nous avons toute une sphère industrielle. Et logiquement, ceux qui étaient fidèles à l'ancêtre, à l'auto, se retrouvent là. Alors le marquis de Dion n'y était pas, c'est sa fille qui a été actionnaire. Mais bon, vous voyez la filiation. On a d'autres personnes également du monde automobile, très liées à l'ACF, donc l'association des automobiles de France. D'autres aussi liés à la presse. Par exemple, Hutin, Paul Hutin de Ouest France, qui se trouve présent parmi les actionnaires. Nous avons, alors non pas Émilien Amaury, parce qu'il a été interdit qu'il soit dans cette société-là. En revanche, il avait des fidèles qui étaient présents. Donc ceux du Parisien Libéré. C'est le Parisien Libéré qui était derrière. Nous avons aussi un lot de résistants, ce qui était obligatoire en 1944, 45, 46. Et parmi ceux-ci, vous avez quelqu'un comme Pierre-Louis Dreyfus, l'armateur, qui, avec Jacques Godet, était celui qui possédait le plus d'actions de la société. Et parmi ceux-ci, donc, il y a ceux de la Libération Vengeance, dont Patrice Sauvigné, que j'ai cité tout à l'heure, son fils, etc., un certain nombre d'autres. Et puis le groupe de la rue de Lille, c'est le groupe d'Émilien Amaury, avec ses fidèles qui sont présents. Donc on peut être sur plusieurs sphères, en même temps, de la presse, résistance, etc. On constate qu'il y a les soutiens politiques du premier parti de l'époque, le MRP, avec en particulier des gens qui étaient souvent des amis d'Émilien Amaury, et puis quelques gaullistes, dont un qui s'appelle Paul Dittem, qui était ministre de la guerre à ce moment-là. Et c'est lui d'ailleurs qui a inventé le nom L'Équipe. Et Jacques Godet avec d'autres ont racheté le nom à cette personne-là. Donc Paul Dittem qui faisait partie des fidèles. Et quelques appuis mondains, donc quelques nobles que Jacques Godet rencontrait régulièrement depuis qu'il était à l'école, par exemple. Donc vous voyez, quand on fait la liste, c'est pour ça que j'étais un petit peu long là-dessus pour vous faire comprendre, on peut mieux avoir à l'esprit les critiques qui sont faites de la part de ses adversaires. Parce que là, ils se disent, il y a quand même quelque chose qui va être difficile à contrer. Si on a des gens aussi haut placés dans des instances fédérales ou dans des clubs, on peut imaginer que l'information pourrait être favorisée. Et d'ailleurs, Sport, régulièrement, critique, alors pas Jules Rimet, parce que c'était plus la Fédération internationale, mais qui critique Emmanuel Gambardella, président de la Fédération française de football, qui était aussi pigiste à l'Équipe. Imaginez aujourd'hui un président de la Fédération française de foot pigiste à l'Équipe, ça semble complètement aberrant. Bon. Imaginez également aussi que vous avez parmi les gens qui étaient à l'Équipe, mais là en tant que journaliste, quelqu'un qui a été, alors non pas un sélectionneur de l'Équipe de France, comme souvent les gens de l'Équipe disent, mais qui a été conseiller du sélectionneur. Il s'appelle Gabriel Hanot, qui sera un des fondateurs de la Coupe d'Europe, on en reparlera. Voilà, donc une fois que j'ai présenté ceci, avec quand même des origines fort différentes, est-ce que nous avons là deux visions du sport? Est-ce que d'un côté, on aurait simplement un sport qui se déclare mercantile, uniquement pour faire de l'argent, et qualifié par ses adversaires de trust des sports, et en face, on aurait simplement un journal politisé qui instrumentaliserait le sport pour finalement donner son idéologie à la jeunesse ou aux adultes. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant plusieurs mois, dans l'année 46, on voit des petites indications, des petites pastilles mises comme ça en disant « Nous sommes le journal sans parti ni parti pris ». Et l'autre, il répond « Nous sommes un journal qui n'est pas acheté », etc. Vous voyez, il se répondait comme ça, ce qui veut dire qu'il se lisait, bien entendu, mais c'était assez étonnant de voir ce petit jeu de ping-pong entre eux pour chacun se positionner. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que d'emblée, quand un journal paraît, normalement, il déclare sa profession de foi. Et quand on résume des deux côtés, on constate de fortes divergences, c'est le moins qu'on puisse dire. Étant donné que Sport vient du Parti communiste, financé par le Parti communiste, le parti des martyrs, des fusillés, etc., résistance à toutes les sauces. On voit régulièrement
que tel sportif a été en résistant, qu'il a été déporté, etc. Ça, c'est mentionné dans son CV. À l'équipe, pas du tout. On essaye au contraire d'évacuer le plus possible cette période, parce qu'on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui ont eu des comportements qui peuvent être un petit peu sujets à caution. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on évite d'en parler. Alors quand il y a possibilité de dire quelque chose de positif sur ce moment-là, tout de suite, évidemment, on le mentionne. Mais sinon, on fait blackout là-dessus et on sort toujours l'argument en disant « nous sommes apolitiques ». Ça, c'est le grand argument, l'apolitisme, même si c'est de façade. La réalité est quand même un peu différente. Incontestablement, l'équipe défend le sport-spectacle. Parce que pour lui, il n'y a rien de mieux que la compétition, c'est la méritocratie à l'état pur, c'est vraiment la quintessence de cette activité-là, et les meilleurs gagnent, les plus sérieux, les plus talentueux, les plus entraînés, etc. Et surtout, on défend le professionnalisme parce que ce sont les meilleurs qui deviennent professionnels. Il faut lutter contre l'amateurisme marron, le faux amateurisme, parce que ça dénature le sport. Il faut également lutter contre les vieilles lunes du CIO où l'amateurisme a tout craint et là, on n'hésite pas, par exemple, à renvoyer un skieur qui est aussi moniteur de ski, bon bref, ce qui normalement fait partie aussi du minimum pour qu'il puisse s'en sortir, parce qu'il n'avait rien comme revenu. Donc vous voyez, les lignes de défense ou d'attaque de l'équipe sont tout à fait faciles à reconnaître. Pour ce qui est de la jeunesse, et là on est vraiment étonné, pour ça je vous ai mis quand même la citation en entier, on a l'impression d'entendre le maréchal Pétain. Ce qui n'est pas tout à fait surprenant, puisque Jacques Godet s'est fendu quand même d'un certain nombre d'articles très maréchalistes en 40 et 41. Bon, après, le vent a tourné, bon, ça a été moins le cas. Voilà. Travail, famille, patrie, on retrouve. Travail parce qu'il faut s'entraîner, l'amour de la patrie, etc. On est là-dedans. En revanche, quand on passe à sport, on voit qu'il n'y a pas que le sport professionnel. Évidemment, on va parler du football pro, parce qu'on sait très bien que les gens en ont besoin. Mais on va beaucoup développer des pages sur le sport amateur. Vous allez avoir des reportages sur des équipes de football du nord de la France, par exemple des équipes de basket qui sont laïques, pas de patronage évidemment, qui sont laïques, etc. etc. Donc, comme vous voyez, ils sont là pour défendre tous les sportifs. Et on va parler de sports qui sont habituellement laissés de côté. Par exemple du canoë, du kayak, des sports où pour l'équipe, il n'y a rien là-dessus, quasiment. Et puis la jeunesse, comme vous pouvez l'observer, ce n'est pas du tout la même façon d'envisager la situation. On est plutôt dans un sport émancipateur, c'est-à-dire que le sport va permettre de se forger un corps, va se permettre aussi d'être plus libre dans sa manière d'agir. Et là-dedans, on inclut les femmes. On inclut les femmes, c'est-à-dire que la pratique sportive pour les femmes est tout à fait revendiquée. Et dans le sport, nous avons nombre d'articles dessus. Et mieux que ça, vous avez deux femmes, une qui est très connue, c'est Monique Berliou, qui a travaillé à sport. Quand je l'ai eu au téléphone en 2010, elle m'a dit qu'elle était heureuse à sport. J'ai dit, mais pourtant, ce n'était pas vraiment, a priori, vos idées politiques. Elle a dit, oh là, mais on n'a jamais fait de politique à sport. Vous voyez, comme quoi, ça peut être un peu surprenant. Et Monique Berliou avait donc une rubrique, c'était sur les sportives, avec une autre nageuse qui s'appelait donc Arène. Comment s'appelait son prénom, j'ai oublié. Donc Madame Arène. Et là, on a souvent des papiers qui mettent en valeur le sport amateur. Comment pratiquer, comment développer ce sport et quelles sont les possibilités de mettre en valeur justement ces pratiques pour le plaisir. A l'inverse, ils remettent systématiquement en avant les organisations que l'équipe possède, que ce soit donc le Veldiv, avec ses fameux 6 jours, mais que ce soit le Parc des Princes. Et ici, vous voyez Jacques Godet, là, dans cette tenue très à la mode, ici. Et là, vous avez son frère. Et là, vous avez le père de Sophie Desmarais, l'actrice qui était là, qui était le directeur du Parc des Princes. Le Parc des Princes, c'est le lieu qu'on utilise au maximum pour rentabiliser. Il n'y a pas que des compétitions sur piste classique, telles qu'on a vu sur la photo précédente. Vous avez aussi, de manière systématique, l'arrivée du Tour de France. Et toute la journée, il y avait des animations. Les gens, comme vous voyez la foule très nombreuse, étaient là pour assister à différentes épreuves avant qu'arrivent les champions après leur périple sur les routes de France.
Donc incontestablement, on a deux logiques là. Et si je m'arrête sur la une d'un même jour, le 20 août 1946, on constate déjà que l'équipe a un peu moins de photos que son adversaire. En revanche, si on s'arrête sur chaque photo, on peut voir ici la championne de patinage Sonja Henie, la norvégienne, qui régulièrement, en tant que professionnelle après ces 3 médailles aux Jeux Olympiques, venait en France, et en particulier, elle venait là où elle pouvait s'exprimer habituellement, c'est-à-dire au Vélodrome d'hiver, parce qu'on pouvait le transformer en patinoire également. Derrière, vous voyez, il y a une sorte déjà de petite autopromotion. Ici, c'est la mort du marquis de Dion, donc on honore un fidèle. Et là, vous avez le départ de l'équipe de France qui va en direction d'Oslo pour les championnats d'Europe d'athlétisme. Ici, vous avez la signature d'un joueur de football professionnel. Donc si on regarde bien, automobile, sport professionnel, sport professionnel. On retrouve bien ce qu'on a évoqué tout à l'heure. En face, pour sport, on constate que nous avons 2 photos qui ont été prises en URSS. Là, ce sont les Komsomol, les jeunesses communistes. Et pendant longtemps, le journal Sport a tué au maximum, si vous voulez, ses accointances politiques. Et contrairement à ce que m'avait dit un certain nombre de journalistes de l'équipe, c'est pas à cause d'un papier, un éditorial pour être précis, qui vantait justement le vote aux élections de 1946, début mai, qu'il fallait voter comme le Parti communiste. Non, parce que si on regarde les rares chiffres que nous avons de tirage et de vente au mois de juin et au mois de juillet, le Sport était devant l'équipe. Donc c'est pas ça la raison principale, il y a autre chose. Ensuite, en juillet-août, là, il y a moins d'actualité, et c'est là qu'ils vont commencer un peu à bifurquer vers quelque chose d'un peu plus politisé. Il y aura des reportages aux États-Unis, dans un premier temps, pour critiquer le sport professionnel, évidemment, la boxe, très liée à la mafia, etc., ce qui n'est pas faux non plus, mais on insiste surtout là-dessus. Et bien entendu, le sport en URSS, sport de masse, tout va bien, tout est pour le meilleur des mondes, évidemment. Donc là, 2 photos du RSS. Ici, vous avez le départ des Français, un peu comme l'autre qu'on a là. Et là, ce sont les Italiens en transit pour aller également à Oslo. Et enfin, du football. Donc là, un aspect professionnel également. Donc vous voyez déjà que sur le comparatif de la même une, on perçoit déjà un certain nombre de différences. Donc là, c'est les mêmes photos. Et si je m'arrête à la photographie qui coûte cher aussi à l'époque, donc en mètre, c'est quand même un signe d'investissement très fort de la part des dirigeants, on constate que sport, donc c'est la courbe qui est en bleu, est très nettement plus à la pointe de l'utilisation de la photographie que peut l'avoir l'équipe. Donc l'équipe est ici, et là, ce sont les photographies où nous avons des femmes exerçant du sport. Donc on a beaucoup plus également en sport, et l'équipe, il n'y en a quasiment pas. Alors il y a les photos, et puis il y a les petites légendes des photos aussi qui sont très intéressantes. Et là, souvent, on bascule dans quelque chose qui donne des stéréotypes genrés. Évidemment, les femmes, elles sont jolies, elles sont charmantes, hein, elles sont douces. Parfois, c'est trop dur pour elles, le sport. Bon, vous voyez l'image qu'il y a derrière. Donc, il faut les cantonner plutôt à des sports pas trop violents. Alors que là, en face, on constate qu'on a une... C'est une soviétique, vous allez me dire peut-être, mais elle est en train de lancer le disque. On est plutôt dans un sport qu'on considérait plutôt masculin. De même qu'on a des photos de femmes lançant le javelot aussi dans le sport. Donc vous voyez, là, on est aussi dans une imagerie qui reprend celle qu'on peut voir en URSS. De ce côté-là, c'est clair, net et précis. Et les 2 photos de femmes que nous voyons là, ce sont donc les mêmes sportives qui sont ici, c'est-à-dire les femmes de l'équipe de France qui font le 4 x 100 mètres. Entre autres, il y a Micheline Ostermeyer, qui était très connue pour être médaillée d'or à 2 reprises au JO de 48 à Londres. Et puis, il y a mademoiselle à l'époque Kolchen qui est là, qui a été championne d'Europe à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, parce que l'équipe, quand mademoiselle Kolchen gagne 100 hauteur, elle est mise au même niveau, sur 8 colonnes, qu'un Finlandais qui gagne le 5000 mètres. C'est intéressant. Et sport, mais uniquement, mademoiselle Kolchen a gagné. Et en dessous, en plus petit, on a le Finlandais. Parce que c'est une Française qui a gagné, bien entendu, c'est la logique est derrière. Donc, vous voyez que quand on s'arrête un petit peu, on voit déjà 2 visions quand même assez intéressantes et bien différentes. Je vous ai dit que ce qui a réellement plombé le sport, c'est l'argent. D'abord, la publicité. Alors là, malheureusement, ce n'est pas sorti comme document. Pour ce qui est de la publicité, vous avez
quand même pas beaucoup, il faut bien le reconnaître, de publicité pendant de longues semaines. J'ai travaillé sur les unes surtout, hein, parce que derrière, il n'y avait quasiment rien. On constate aussi parfois que certains annonceurs, très prudents, finançaient à la fois sport, l'équipe et Élan. On ne sait jamais, il faut être prudent. Et puis petit à petit, ils sont allés un petit peu plus en direction de l'équipe. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est à partir de début octobre, quand il y a eu le salon de l'automobile. Et là, vous avez des pages d'annonces pour alors, les moteurs, les voitures, les roues, enfin, tout ce que vous voulez lié à l'automobile. Et ça, c'était vraiment un tournant financier. Il faut dire aussi que quelqu'un comme Géo Lefebvre, qui était quand même l'inventeur du Tour de France en 1903, Géo Lefebvre avait des réseaux dans tout ce monde de l'annonce qui a permis, bien sûr, d'arrondir vraiment les fins de mois, comme disait Jacques Godet dans ses mémoires. Mais le coup de grâce, c'est vraiment l'attribution du Tour de France. Jusque-là, le Tour de France était interdit, interdit déjà pendant la guerre, même si les Allemands ont essayé en 1942 de faire un ersatz de Tour de France. Ça n'a pas bien fonctionné, c'était très très mal organisé. Enfin bref, celui qui l'a organisé, c'était donc Le Liot, là. Jean Le Liot, il ne s'est pas très bien débrouillé, il faut dire qu'il n'avait pas non plus beaucoup de possibilités financières pour s'en sortir, et ça s'est arrêté là. En 1945, c'est un peu compliqué, parce que les routes sont complètement défoncées, il y a des gros problèmes d'approvisionnement également, de pneumatiques, bref, donc il n'y a rien. C'est qu'en 1946 qu'il va y avoir des mini-tours de France sur 5 jours. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les parcours. Le premier, Bordeaux-Grenoble. C'est sport. Alors, contrairement à ce que beaucoup ont dit, à l'équipe, dit oui, ça n'a pas marché parce que c'était au mois d'avril. Non, non, c'était au mois de juillet que ça s'est fait. Ça s'est fait à peu près 15 jours avant l'organisation de l'équipe. Bordeaux-Grenoble. Pourquoi Grenoble? Parce que c'est une des villes qui a été quand même au cœur de la résistance. Le Vercors qui est à côté. Vous voyez, au lieu de la résistance, l'étape va passer entre autres dans cette partie-là. Donc on commémore la guerre et surtout la résistance par ce parcours. A l'inverse, on retrouve le credo classique de l'équipe que je vous explique depuis un moment. Monaco, résidence entre autres de Maurice Godet. Et on arrive à Paris au Parc des Princes. Donc on retrouve les bonnes vieilles habitudes. Le Tour de France n'existe pas, puisqu'il n'y a que 5 étapes bien sûr, mais vous constatez que déjà par ce que je suis en train d'évoquer, il y a la signification derrière de beaucoup d'ingrédients finalement sur le fond même de leurs idées. Les raisons du choix, pourquoi l'équipe va gagner? Alors qu'à un moment donné, on aurait pu imaginer que Sport pouvait l'emporter. Ils ont eu un projet de faire ça avec beaucoup d'autres journaux, c'est-à-dire qu'un journal organisait l'étape, par exemple, numéro 1, un autre journal l'étape numéro 2, etc. Comme ça, les frais étaient partagés, ça coûtait moins cher. Et puis, le ministère n'a pas été d'accord. Alors, je passe sur les détails parce qu'il y a souvent des changements dans cette 4ème République sur les gouvernements assez rapidement. Mais ce qui a vraiment été décisif, c'est qu'il était inimaginable, à un moment donné où les communistes étaient en train de sortir du gouvernement, qu'on puisse attribuer à un journal communiste une telle organisation, un tel monument du sport français, pour ne pas dire mondial. Et c'est ça qui a fait basculer, entre autres. Alors, je passe rapidement parce qu'il y a des étapes, il y a des rebondissements, enfin c'est des vrais feuilletons. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que Amaury en sous-main a quand même beaucoup joué avec ses propres réseaux, plus ceux de Jacques Godet, et l'astuce a été trouvée en disant c'est pas l'équipe qui va organiser, c'est la société du Vélodrome du Parc des Princes. Quand on sait qui sont les actionnaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on comprend ce qu'il y a derrière. Vous voyez, voilà. Et puis le deuxième, à 50-50, le deuxième participant, c'était le Parisien libéré avec Émilien Amaury. Et ça, c'est vraiment décisif, parce que d'emblée, c'est un gigantesque succès populaire. Il suffit de voir la rue du Faubourg-Montmartre juste avant le départ du Tour pour comprendre combien le public avait besoin de ce type d'organisation. Ça, c'était fréquent quand il y avait des sportifs importants qui venaient. On avait quasiment une rue qui était embouteillée. Ah, là, malheureusement, c'est pas sorti. Je vous dis simplement ce qu'il en est. Par rapport aux ventes et également au tirage, on constate qu'il y a une montée régulière jusqu'au mois de juillet, où là, il y a un pic colossal de ventes pour montrer bien sûr l'intérêt. J'aurais pu démultiplier pour 48, 49, etc., etc. 1949 est une année exceptionnelle d'ailleurs pour le Tour de France.
C'est pour ça que j'ai mis cette année-là. Parmi les meilleures ventes de l'équipe jusqu'en 1980 et quelques, vous aviez 7 dates de ce Tour de France 1949. 7 dates sur 20. Alors comment l'expliquer? Tout simplement parce qu'il y avait le duel entre les deux grands champions italiens très connus, Bartali et Coppi, et qu'il y avait un trublion français qui s'appelait Marinelli, Jacques Marinelli, qui est toujours vivant, qui doit avoir 96 ou 97 ans, quelque chose maintenant, Marinelli. Voilà. Et lui, il a été pendant une quinzaine de jours maillot jaune, donc à chaque fois qu'il pouvait prolonger ce bail avec ce fameux maillot, les ventes étaient vraiment à l'unisson, on va dire, c'était assez important. Donc la concurrence est vaincue. Et pendant plusieurs décennies, l'équipe va vivre une situation de monopole. Je reprends une citation de Jacques Godet dans ses mémoires. Il dit que loin d'être confortable, il a fallu sans cesse se renouveler. Il fallait éviter de tomber dans une sorte de monotonie. Et donc l'équipe, dont vous avez le siège ici au 10 du Faubourg Montmartre, alors vous voyez qu'on décline plusieurs éléments, avec France Football hebdomadaire, Sport et Vie qui sera mensuel, et juste à côté vous avez le Palace, le célèbre Palace pour les spectacles. Bien, ce qui est important à comprendre pour essayer de garder cette dynamique, il a fallu évidemment créer des événements. Le Tour de France ne suffit pas. Et Jacques Godet, avec une belle franchise, le reconnaît dans ses mémoires. Il dit que cela nous permet de vendre du papier. Et que vont-ils créer? Eh bien, au moins 2 créations majeures, il y en a d'autres. Je ne parle pas de la Coupe de Rome, par exemple, mais il y a eu ça aussi en 78. Tout d'abord, la Coupe d'Europe des clubs champions de football. Alors, je ne veux pas tout vous relater le processus de création, mais au départ, c'était un journaliste de l'équipe, comme j'ai cité tout à l'heure, donc Gabriel Hanot, qui est furieux en lisant un papier de la presse britannique qui affirme que les 2 meilleures équipes d'Europe ont joué. Alors, c'était une équipe anglaise, bien sûr, et puis une équipe soviétique. Il dit, mais non, en France, il y a des bonnes équipes, en Italie, en Espagne. Donc, il va falloir faire quelque chose. Et il propose, non pas une Coupe d'Europe, mais un championnat d'Europe. Ce qui est compliqué à mettre en œuvre, puisque chaque équipe a déjà des championnats nationaux, bien entendu. Donc, le calendrier était déjà un peu contraint, plus les rencontres internationales pour les pays. On va se rabattre sur une Coupe d'Europe. Et c'est là que les réseaux de l'équipe, en général, alors à la fois des journalistes, de Jacques Godet et d'autres personnes, je ne parle même pas de Jules Rimet, de Gambardella, j'ai oublié au passage Henri Delaunay qui a créé le championnat d'Europe des nations, etc. Donc toutes ces personnes-là vont activer au maximum leur réseau pour créer une première coupe, mais par cooptation. Ce ne sont pas les meilleurs de chaque championnat qui vont être pris la première année, alors, la plupart c'était les meilleurs, mais on va prendre aussi d'autres clubs qui étaient partants. Au départ, Chelsea était d'accord pour venir. Et puis au dernier moment, ils ont dit non, finalement, non, ça ne nous intéresse plus. Ils sont restés sur leur île là-bas. Bon. Bref, donc on a remplacé au pied levé cette équipe-là. Il y avait 16 équipes au départ. Mais il faut être honnête. Quand vous regardez même l'équipe en juillet, août et début septembre, franchement, il faut savoir que ça a été créé, la Coupe d'Europe, officiellement depuis le mois d'avril. Vous voyez, à tel point que Jacques Ferrand, qui est un des pères fondateurs, le règlement de la Coupe d'Europe, c'est lui qui l'a créé. Jacques Ferrand, journaliste de l'équipe. Et il était furieux parce qu'on n'en parlait pas. Il a appris par un collègue au Portugal qu'il y avait le premier match entre le Sporting de Lisbonne et le Partizan Belgrade. Sinon, il n'était pas au courant. Il n'y avait aucune communication de la part de la toute jeune UEFA créée en 1954. Donc, vous voyez le contexte. Et d'ailleurs, les premières ventes de l'équipe par rapport à ce type d'événement, c'est rien du tout. Après, ça dépend qui vous affrontez, bien sûr. Ça va commencer à bouger à partir du mois de décembre, quand le club français du Stade de Reims va affronter des Hongrois, la grande équipe hongroise nationale de 54, finaliste de la Coupe du Monde. Donc tout de suite, ça parle pour les gens. Et là, on va voir bondir les ventes de l'équipe entre 15 et 30%. Vous voyez la différence tout de suite. Donc il y a ce qu'on peut appeler un effet Coupe d'Europe. Ils vont franchir le cap des demi-finales également, ça va mieux se vendre, et puis la finale qu'ils vont perdre contre le Real Madrid. Mais là, c'est lancé. Les ventes sont bien. Mais attention, il y a un critère qu'il ne faut jamais oublier dans cette fabrique justement de l'information sportive. C'est que pour que les gens achètent, il faut qu'ils se sentent concernés. Tant que les clubs français avaient des résultats, enfin quand un club,
Stade de Reims avait des résultats, c'était vendeur. Mais quand il y a eu, pendant les années 60, un vide sidéral, là, effectivement, il n'y avait plus du tout d'effet Coupe d'Europe. Il y avait parfois 5% de ventes en mieux parce qu'on s'intéressait à tel club ou autre, mais sans plus. Donc comme quoi, la notion, on va dire, presque de patriotisme est importante. La deuxième création fondamentale, c'est celle de la Coupe du Monde de ski. Là, c'est pareil, nous sommes en 66, on se remet dans le contexte, les Français ont eu des résultats exceptionnels lors des championnats du monde à Portillo au Chili. Ils ont gagné les 3/4 des médailles. 3/4 des médailles. Donc là, c'est tentant. Ça stimule l'intérêt, bien sûr. En même temps, dans les années 60, vous avez une myriade de stations de ski qui sont construites dans les Alpes, dans les Pyrénées. Donc on sent qu'il y a un marché derrière qui peut se développer. Donc ça compte, c'est important également, parmi les critères. Bien, et puis il faut une certaine diversité. En même temps, bon, il y a un peu plus de vacances, il y a des classes de ski qui commencent à se mettre en place. Bref, donc l'équipe se lance là-dedans, trouve également le support de la Fédération internationale de ski, et c'est parti. Décembre 1966, c'est la première épreuve, gagnée d'ailleurs par un Français, Georges Mauduit, et puis après 67, etc. La Coupe du Monde de ski est lancée. En revanche, les autres créations sont parfois un petit peu plus, on va dire, en demi-teinte. Alors le Tour de l'avenir a été créé en 1961 par Jacques Godet et Jacques Marchand, parce que les équipes nationales n'allaient plus exister sur le Tour de France et ont passé aux équipes de marque. Et Jacques Godet se dit, tiens, ce serait peut-être bien qu'on ait encore un minimum d'équipes nationales, ça serait peut-être intéressant de faire ça à l'échelle en dessous. Et puis en même temps, le Tour de l'avenir est perçu comme un terrain d'entraînement pour des jeunes, pour les aguerrir, pour montrer leurs aptitudes, pour ensuite aller sur le Tour de France. Et si on regarde la liste effectivement des vainqueurs du Tour de l'avenir, vous avez des beaux champions. Hein. Vous en avez beaucoup qui sont très importants, qui sont très connus. Ceci dit, on n'était pas sur le même parcours que le Tour de France, on était plutôt dans les sous-préfectures. Comme disait Jacques Marchand, le Tour de France était les préfectures, nous les sous-préfectures. Donc on sent que c'était un petit peu en dessous, mais c'était quand même un tremplin pour beaucoup de personnes. L'équipe a essayé aussi de créer un certain nombre d'autres initiatives dans le sport. Par exemple, pour le ski de fond, ils ont voulu créer la foulée blanche, pas dans les Alpes, puisque c'était déjà pris par nombre de courses. Ils ont voulu aller dans le Massif central. Manque de chance, 2 ans de suite, la neige était rare, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Ils se sont arrêtés. Donc ça, c'est un échec. Il y a aussi des usurpations, ça c'est très intéressant. C'était il y a quelques années, une journaliste de l'équipe m'avait appelé en me disant « J'aimerais bien des renseignements sur la création de la Coupe d'Europe des clubs champions de basket, parce que c'est nous qui l'avons organisée. » J'ai dit « Non, c'est pas vrai. » Ah ben pourtant à l'équipe c'est ce qu'on dit. Non, c'est faux, c'est pas vrai. Je dis regardez par exemple, ne serait-ce que dans les commémorations de l'équipe en 1976, lorsqu'il est marqué, donc pour les 30 ans de l'équipe, lorsqu'il est marqué tout ce que vous avez créé et ce que vous parrainez, vous verrez ce n'est pas marqué dedans. Et moi ça m'a interrogé aussi, je dis mais comment ça se fait qu'il y ait une telle erreur? Et en remontant, on fait un peu de l'archéologie pour ça, je me suis rendu compte que l'erreur a commencé avec Jacques Godet. En 1991, il a publié ses mémoires, et là-dedans, dans la continuité de la création de la Coupe d'Europe des clubs champions de football, il a parlé du basket. Non, c'est pas vrai. Alors comme c'est le patron, derrière, les gens ont embrayé en disant « Ah, c'est vrai, on l'a fait ». Eh bien pas du tout. Ils l'ont pas fait pour des raisons simples. Le basket, c'était rien. Le football, c'était un sport très populaire, qui générait déjà beaucoup d'argent, bien sûr rien à voir avec aujourd'hui, mais tout de même. Et le basket, c'était rien. C'était grosso modo un sport de patronage, guère plus, qui se jouait devant quelques dizaines ou quelques centaines au mieux de spectateurs. Donc financièrement, c'est rien. Donc pourquoi s'investir là-dedans alors qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à en tirer? Vous voyez, donc ça c'est un élément à ne pas négliger. Enfin, toujours dans cette logique de la méritocratie, et puis aussi dans une logique marketing, mettre en avant leur nom, l'équipe a créé le champion des champions français en 1946. Et à partir de 1980, il y a eu aussi un champion international. Mais ils ont créé aussi le meilleur buteur avec France Football, européen, le soulier d'or, etc. Ils ont créé également le ballon d'or, dont on parle beaucoup en ce moment, peut-être que Benzema, etc., etc. Mais vous avez donc ces créations-là qui sont à double titre, à la fois pour mettre en exergue un sportif, un champion, mais aussi pour mettre leur nom sur le devant de la scène, puisque c'est repris ensuite dans tous les médias.
l'offre événementielle, c'est bien, c'est une chose, mais aussi, il y a une offre rédactionnelle. Donc dans le quotidien, ils vont augmenter tout d'abord la pagination. Au départ, c'était limité, je dis 2 pages, 4 pages, 6 pages, 8 pages. Sur le Tour de France, ils étaient parfois à 5, 6 pages de plus. Mais ils payaient l'amende parce que c'était beaucoup moins cher que ce qu'ils avaient gagné comme argent par rapport à ça. Mais en même temps, ils se sont diversifiés, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à magasiner leur quotidien certains jours, en particulier le jeudi. Il y a Antoine Blondin qui aura donc une rubrique hebdomadaire qui s'appelle La Semaine buissonnière, où il revoit l'actualité à sa sauce, en mettant beaucoup d'humour et beaucoup de culture aussi. C'était quelqu'un d'immensément cultivé, et ça va plaire beaucoup. Sans parler qu'on va élargir à tout ce qui peut être activité physique au sens très large, et on va parler de Bombard qui avait traversé sur son canot, comme vous savez, Tazieff, le vulcanologue, etc., Michel Siffre, qui était lui plutôt un spécialiste de la spéléologie, etc., etc. Donc on va essayer de gratter au maximum pour trouver de nouveaux lecteurs. Tellement qu'on va même passer à de la vie culturelle. Certains vont présenter le dernier disque, le dernier livre, le dernier film. Voilà. Ce sont parfois des journalistes de l'équipe, mais pas que. Ça peut être Jean de Baroncelli, par exemple, qui a beaucoup travaillé au Monde aussi. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Mais on va essayer de trouver un public plus jeune ou de le fidéliser avec des bandes dessinées. Alors là, on est dans des représentations tout à fait masculinistes, hein. C'est-à-dire que ce sont des gros bras, ce sont des costauds, ce sont des hommes à femmes. Bref, on essaye déjà de créer une certaine image de l'homme tel qu'on peut s'imaginer dans des façons un peu plus classiques, hein. Et Rao, en même temps, c'est intéressant puisque c'est quelqu'un qui était un homme préhistorique, qui a été trouvé dans la glace, on le ressuscite, et à partir de là, il devient un sportif exceptionnel. Il n'a jamais pratiqué du football, tout de suite, prof, il est le meilleur. Il a jamais fait de la boxe, il est très costaud, bien sûr, donc il met tout le monde KO, etc., etc. Et après, ces histoires-là, ça dure pendant des mois et des mois. Il visite un petit peu tout, il va en Amérique du Sud, il participe à des révolutions, il va également en Afrique, il va voir donc l'Afrique équatoriale française pour faire venir des Mossi en équipe de France. Parce qu'on pense qu'ils sont meilleurs pour sauter, meilleurs pour courir. Donc là, il y a toute la dimension également essentialiste qui est derrière, hein. Il faut voir un peu comment on qualifie souvent dans des articles les athlètes noirs. Ce sont souvent des félins. Ils bondissent comme des panthères. Vous voyez, à chaque fois, on utilise des comparaisons animales. Bien, mais dans la même logique, on veut être encore plus attractif, on met beaucoup de photos. Et en particulier dans la dernière page, tous les mardis, vous avez des photographies des événements marquants du week-end. Et ça va durer pendant des années. Vous avez aussi un danger que beaucoup ont pensé être mortel pour ce journal, c'est-à-dire la télévision. D'autres ont dit non, au contraire, c'est une chance, parce que les gens, s'ils regardent tel match, peut-être qu'ils vont vouloir ensuite lire les commentaires dans l'équipe. Effectivement, c'est plutôt ce qui s'est passé. Les journalistes étaient un peu embêtés en disant comment peut-on relater un match devant une télé par rapport à ce qu'on voit dans le stade? Et l'idée, à la fois simple et tout à fait pragmatique, un était sur le stade, l'autre était devant sa télé, et chacun a fait son compte-rendu pour montrer aux spectateurs qu'on peut voir tout à fait différemment un match, selon un cadrage. Quelqu'un peut être considéré comme très très bon, par exemple au rugby, parce qu'il a réussi un cadrage débordement, et alors qu'en vérité, il y a peut-être 2 joueurs, 2 partenaires à côté, et il n'a pas donné la balle. Donc le public va peut-être hurler en disant qu'il a mal joué, et le téléspectateur va dire « Ah, qu'est-ce qu'il a été fort !» Donc vous voyez la différence de perception qu'on peut avoir sur une situation selon qu'on est à la télé ou selon qu'on se retrouve devant les joueurs eux-mêmes. Et là, ils font preuve de pédagogie. On retrouve un petit peu ce qui se passait au départ dans les années 1890-1900, lorsque certains sports arrivaient. Par exemple, le cyclisme. On expliquait aux gens comment monter à vélo, comment ne pas tomber, vous voyez, des choses comme ça. On est un peu dans la même logique, comment faire avec. Ça, c'était la partie quotidienne. Pour ce qui est de la partie hebdomadaire, il y a eu un rachat à la Fédération française de foot, de celui qui est encore existant aujourd'hui, de France Football. Alors ça va être les mêmes journalistes qui pendant très longtemps vont travailler dans les deux, à l'équipe et à France Football. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient une partie de l'information pour le lundi dans l'équipe et ils en gardaient pour le mardi dans France Football. Vous voyez, comme les pigistes, il y a un pigiste m'expliquait que quand il a débuté,
on lui avait dit surtout de faire attention. Quand tu as une information, tu ne donnes pas tout. Tu donnes un petit peu de l'information d'abord, et puis après, il t'en donne l'autre morceau le lendemain. Comme ça, tu auras 2 fois de l'argent. C'est important, il ne faut pas l'oublier. L'équipe magazine a été créée en février 1980, mais en réalité, il y avait déjà quelques numéros de manière un peu sporadique dans les années 60. Mais là, à partir de 1980, on l'a toutes les semaines. Alors, vous avez également, dans cette période-là, quelques figures marquantes du sport français, comme Bernard Hinault, Yannick Noah, Alain Prost, par exemple, Michel Platini, qui vont être très très souvent utilisés pour la une. Vous avez quelques mensuels. Quand on a parlé tout à l'heure de la presse communiste, quand ils ont vu que la partie quotidienne était perdue, ils se sont recentrés sur les mensuels. Et ça a été pour eux au début vraiment très fructueux. L'équipe, au début, a assuré donc son succès sur le quotidien et après va passer sur d'autres créneaux, évidemment. Et là, quand on voit Football Magazine, il a été créé en février 1960, comme par hasard, 3 semaines après la création du Miroir du football. Donc tout ce qui est Miroir, c'est la presse communiste. Donc vous voyez, à chaque fois, quand il y a un concurrent, l'équipe s'adapte tout de suite pour essayer d'éviter de perdre des lecteurs. Il vaut mieux partager un marché qui est maigrichon plutôt que de laisser trop à son adversaire. Et après, celui qui a le plus de réflexes financiers peut s'en sortir. Ils vont décliner ça sur tous les sports les plus populaires, donc le rugby, le cyclisme, et puis ultérieurement, mais de manière plus modérée, sur l'athlétisme. L'équipe va essayer d'innover. Ils se sont dit, dans les enquêtes qui étaient faites, ils constataient qu'ils avaient un public de 15 à 24 ans qui était assez important. Ils se disent, ça serait bien de trouver un public de 10 à 14 ans. Et c'est pour ça qu'ils ont lui créé l'équipe junior. Là, il y avait souvent des bandes dessinées, mais pas que. Il y a d'autres reportages, des photos, etc. Mais ça n'a pas pris du tout. Même s'ils ont voulu, alors c'est très très immodeste de leur part, mais ils ont dit qu'ils voulaient créer un journal qui permettrait aux jeunes d'avoir des lectures saines. Bien, donc sous-entendu, évidemment, pour les autres, on n'en parle même pas. Vous voyez donc, le credo qui a été pris là n'a pas fonctionné parce que la plupart du temps, des jeunes de 10 ans à 14 ans, quand ils étaient intéressés, étaient déjà lecteurs de l'équipe. Donc qu'est-ce qu'ils vont lire une équipe, entre guillemets, pour des gamins, alors qu'ils lisent déjà l'équipe de leur père. Donc franchement, on n'est pas du tout dans la bonne logique. Et ça n'a pas fonctionné, ça a duré 1 an simplement. Autre invention, là c'est dans la logique des Jeux Olympiques également, vous avez la création de ce qu'on appelle sport et vie. Et là, on a voulu créer quelque chose déjà avec beaucoup plus de couleurs, avec plus de reportages sur ce qu'est le champion en dehors de sa pratique. Donc on va chez lui, on le voit avec sa femme, avec ses enfants. Donc il y a toute une dimension qu'on pourrait qualifier de people aujourd'hui, qui existait déjà, qui était très prenante. Et au départ, il y a eu vraiment de grands succès dans sport et vie. Par exemple aussi des reportages sur le doping, comme on disait, dans le sport. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui était très novateur, mais c'était assez cher. Comme il y avait beaucoup d'images, forcément, il fallait aussi financer. Et ça n'a pas bien pris. Il n'y a pas assez de lecteurs pour rentabiliser. Après, ils se sont mis avec une société qui appartenait à France Soir. Et là, c'est parti en dérive complètement. C'est devenu quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le sport. Et ça s'est arrêté quelques temps plus tard. Toujours pour trouver de l'argent et essayer d'élargir leur spectre d'annonceurs, l'expérience des pages vertes. Et vous avez, alors là, des sujets, c'était le vendredi, c'était en milieu de journal, vous avez souvent un recto verso, puis après parfois 4 pages, parfois 6 pages même, où on parle de Monique et de Bernard qui vont au salon pour essayer de voir comment vont se passer leurs prochaines vacances. Donc on leur conseille pour acheter une toile de tente, une caravane, etc. etc. Donc ces annonceurs-là qui ne venaient jamais dans l'équipe, évidemment, vont arriver régulièrement. De même aussi pour les bateaux, de même pour d'autres activités, bon, les piscines par exemple ici, ou alors la pétanque, voyez, donc activité de loisirs. Et tout ça va faire que l'équipe va arrondir ses fins de mois avec des annonceurs qui n'étaient pas du tout habituels. On a également des reportages sur certains pays. Donc là, on s'éloigne quelque peu évidemment de la pratique sportive en tant que telle. Et si on lit bien à chaque fois, on constate que la plupart du temps, les articles ont été rédigés avec les ministères du tourisme des pays concernés. Donc là, on est dans ce qu'on appelle aujourd'hui du publi-reportage, évidemment. Donc ça va durer 5 ans, et puis après, il y aura quelques difficultés financières pour ça. Dernier point sur cette partie, étoffer la rédaction. On constate que les journalistes
sont toujours des personnes compétentes dans leur domaine, parce que ce sont des gens qui ont pratiqué un haut niveau. Je reprends le nom de Gabriel Hanot. Il n'a pas été simplement quelqu'un qui a été le fondateur de la Coupe d'Europe des clubs champions de foot. C'est quelqu'un qui a été international de football avant et après la Première Guerre mondiale. Et c'est quelqu'un qui a joué en Allemagne avant la Première Guerre mondiale. Vous voyez ? Donc c'est quelqu'un qui a un vécu intéressant et important. On ne peut pas remettre en question sa compétence. De même que si on regarde bien quelqu'un comme Guy Lagorce, il a été en équipe de France sur 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Michel Clark, champion de France en équipe de France. Marcel Hansen, médaillé de bronze au JO de 48. Jean Bobet, le frère de Louison Bobet. Jean Bobet est décédé il y a quelques semaines. Jean Bobet était quelqu'un qui était champion du monde universitaire, parce que c'est un intellectuel, pas seulement parce qu'il a des lunettes, me disait-il en rigolant. Il a dit, mais c'est parce que j'ai fait des études supérieures. Il est allé jusqu'à une licence. Quand on sait que pratiquement personne n'a le bac à ce moment-là, vous voyez comment il était un ovni dans ce peloton. Lucien Gamblin, capitaine de l'équipe de France aussi, 3 fois vainqueur de la Coupe avec le Red Star, etc., etc. Donc c'est des gens qui sont irréprochables de par leurs compétences. Mais le souci, c'est que souvent, ils sont multipositionnés. C'est-à-dire que comme Hanot, ils peuvent être avec l'équipe de France, comme d'autres peuvent être avec des clubs, etc., etc. Donc jusqu'où peut-on garder cette légitimité pour être crédible? Ça, c'est notre problème, bien entendu. Quelles sont les qualités d'écriture qu'il fallait? Bien entendu, beaucoup. Parce que vous avez parmi ces gens-là d'excellentes plumes, lauréats régulièrement du prix du meilleur article journalistique de sport. Alors vous allez me dire, souvent c'était des gens de l'équipe qui étaient dans les jurys, peut-être, mais quand on lit ce qu'ils écrivaient, sincèrement, ils avaient des belles plumes, hein. Que ce soit Henri Garcia, Denis Lalanne et autres, il n'y a aucun souci, c'est des gens qui avaient du style et qui écrivaient bien. Par exemple, je reviens avec Jacques Ferrand, il m'a dit que pour lui, dans sa carrière, son meilleur souvenir, c'est quand il a vu qu'un de ses articles avait été publié dans un manuel scolaire de français. Pour lui, c'était son prix Nobel. Vraiment, il m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer combien ça m'a fait plaisir. Mais à ces plumes maison, on a des écrivains. Une sorte de plume-value, si vous voulez, qui vient. Et parmi ces gens-là, bien entendu, on a Antoine Blondin. Bien sûr, mais pas que. Alors Blondin, il a quand même été celui qui a institué les jeux de mots. Parce qu'avant, l'équipe, on n'est pas trop. Des gens comme Jacques Perret. Vous avez Paul Guimard aussi, etc. Je ne vais pas faire la liste, elle est très longue. Cette façon de procéder était classique. Parce que quelqu'un comme Henri Desgranges, qui était un des cofondateurs de l'Auto, c'est quelqu'un qui avait aussi créé Commodia, qui était une revue du théâtre. En 1907, il avait créé. Et donc, ils avaient un réseau important dans le milieu du théâtre et dans toute cette panoplie d'écrivains. Et c'est pour ça que certains faisaient des piges de temps en temps pour le journal. Mais on a aussi, n'oublions pas le rôle de la photographie. Gagner la confiance du sportif, ça c'est fondamental également. C'est-à-dire que certaines photos ont été prises parce que le photographe, comme le journaliste, allait manger chez le sportif. Ou le sportif venait manger chez le journaliste. Aujourd'hui, c'est impossible. Aujourd'hui, un journaliste veut un entretien avec, je ne sais pas, un Mbappé si vous voulez, il va devoir passer par je ne sais combien de filtres pour pouvoir accéder à un rendez-vous. Et généralement, après, les interviews sont relues. Alors qu'à l'époque, c'était sans filtre. Je vous donne également un exemple de journaliste, Jacques Marchand. Alors, il faisait la boxe, le cyclisme et le basket. Il était très proche de Marcel Cerdan. À Casablanca, il était là-bas, et dans le café dont était propriétaire Marcel Cerdan, passe une chanson d'Édith Piaf. Bon, là, il y a du bruit, c'est un café, évidemment. Il sort sa grosse voix, Marcel Cerdan, il dit « Taisez-vous ». Évidemment, tout le monde se tait. Et là, il écoute la chanson. Et vu la tête qu'il a fait, Jacques Marchand, il a compris. Et Cerdan le regarde, et Cerdan a compris que Marchand a compris. Et là où ça devient assez cocasse, c'est que dans la foulée, Marchand devait aller manger chez Marcel Cerdan. Il devait aller manger là-bas. Et en montant les escaliers, Jacques Marchand, il me dit, Cerdan, il s'est retourné, il m'a mis le poing devant le nez, il m'a dit, tu fais attention à toi, à ce que tu dis. Hein. Bon, imaginez, Marchand, il devait faire 30 kilos de moins. Bon, forcément, il n'a rien dit. Mais en même temps, c'est une preuve de confiance.
On va chez les gens, on est en confiance. Les journalistes partageaient aussi les voyages en train avec ces personnes. Et ils savaient tout de leur vie. Leur joie, leur malheur, tout ce que vous voulez. Et ils triaient. Et ils me disaient, de toute façon, quand on donnait une information que le sportif ne voulait pas, on était grillé. En revanche, si on ne donnait pas certaines informations qui pouvaient lui nuire, en disant bah, tiens, il n'est pas très en forme en vérité parce qu'il a mal à tel endroit, on ne dit pas cette information-là. Eh bien, après, le sportif sera reconnaissant et il sera plus enclin à vous parler. Vous voyez les liens qui se créent de proximité, les liens qui sont souvent solides. Parfois, certains devenaient des amis. Après, parfois, certains journalistes ont essayé d'user, et là, c'est justement le pouvoir politique, de leur capacité d'écrire pour surévaluer la capacité d'un sportif à un moment donné. Denis Lalanne m'a dit que, par exemple, il a fait des papiers sur André Boniface, alors que celui-ci, relevé de blessure, il n'était pas 100% de ses moyens, en disant « Ah, qu'est-ce qu'il a été fort, j'ai eu l'entraînement, il était extraordinaire, etc. etc. » Bon, pour essayer de faire en sorte que les sélectionneurs de l'équipe de France lisent le papier, parce que comme il était à Mont-de-Marsan et que les sélectionneurs étaient plutôt sur Paris, sachent qu'il allait bien. Vous voyez comment ça... Alors après, il faut relativiser, hein. C'est pas parce qu'il y a un papier comme ça que ce jeune homme a été en équipe de France non plus, hein, bien entendu. Mais ça joue. Donc, on doit assurer aussi la réputation du journal en étant sérieux, mais aussi par rapport aux sportifs, évidemment. Parce qu'un sportif dont le nom est mentionné dans l'équipe, ça compte. J'ai interrogé au moins 350 anciens sportifs et sportifs, bon, beaucoup moins, parce qu'il y en avait quand même moins qui pratiquaient à haut niveau. J'ai pris comme critère ceux qui étaient champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe ou médaillés. Alors pour le rugby, ça n'existait pas à ce moment-là, souvent en 87, donc je prenais ceux qui avaient gagné le tournoi des 5 nations à l'époque, ou la tournée en 58 en Afrique du Sud. Et tous, globalement, me disaient que la première fois qu'ils ont vu leur nom dans l'équipe, pour eux, c'était important. Ils se sont empressés de découper. Alors, c'est pas eux, c'était les parents qui découpaient. Vous voyez, ça marque, c'est important. Puisque là, nous sommes à une période où la télé n'existe pas à ce moment-là. Et forcément, quand vous avez votre nom en gros dans le titre, évidemment, c'est pas comme s'il est juste marqué dans le corps du texte. Hein, c'est pas la même chose. Et là, tout de suite, on sentait un sentiment de fierté. Et en même temps, une reconnaissance de la qualité de ce que vous avez fait. Vous voyez le lien qui se crée par rapport à ça. Donc assurer la réputation du journal pour tout ce que je vous explique là, mais aussi pour faire en sorte que le lecteur s'intéresse à ce que vous faites. En même temps, quel est le pouvoir aussi? Il y a su des mots, il y a su des images. Alors pour le pouvoir des mots, quand on lit parfois le journal L'Équipe, encore aujourd'hui parfois, il faut être un peu spécialiste quand même. Vous avez des anglicismes de partout. Alors parfois c'est inhérent à des pratiques. Hein, le rugby, hack, flanqueur, tout ce que vous voulez, les dunks, etc. Donc là, on peut, à un moment donné, il y a eu une volonté, dans les années 50 et encore plus 60, de transformer tout ce qui était trop évident comme mot anglais en mot français. Par exemple, souvent on disait le goalkeeper, donc on va mettre le gardien. On disait un team, donc on va dire équipe, etc., etc. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits à ce moment-là pour, on dirait presque franciser la langue sportive avec ce retour-là. Bon, maintenant on est passé un petit peu dans le sens inverse. Il y a eu cette volonté-là. En même temps, dans le sport, et ça c'est Blondin qui disait qu'entre deux mots, le journaliste de sport choisira toujours le plus fort, et il les appelait les forçats du Larousse. Allusion évidemment au forçat de la route, un célèbre papier de 1924 d'Albert Londres. Donc langage hyperbolique, parce qu'on est tout de suite dans le fantastique, extraordinaire. À un moment donné, on se dit, mais ils sont allés tellement loin dans la recherche de vocabulaire, dans l'excès, qu'est-ce qu'ils vont dire si la performance est encore plus forte? Bon, ils se creusent la tête, ils arrivent à trouver, mais vous voyez, cette façon de faire. On est dans la métaphore aussi, forcément, c'est classique. Hein. Beaucoup de vocabulaire militaire, déjà attaque, défense, tout ça, bon bref, c'est classique, c'est du domaine sportif. Tout ce qui est chevaleresque, évidemment, on retrouve un peu le panache, vous voyez, qui est là derrière. Culinaire, en rugby, souvent quand on dit on va manger une équipe adverse. Bon, j'en passe et des meilleurs pour aller vite, parce que le temps file déjà, donc il faut que j'avance rapidement. On constate aussi qu'il y a des références générationnelles. Vous avez les anciens qui ont une culture classique, qui vont utiliser des références de latin, par exemple, des auteurs comme Tacite ou je ne sais qui. Les plus jeunes, ce sera plutôt des auteurs contemporains, voire du cinéma, voire des références télévisuelles à partir des années 70-80. Soi-disant que parfois les journalistes inventent des expressions. Denis Lalanne m'a dit « j'ai dû inventer cadrage débordement ».
j'en ai discuté avec des collègues spécialistes de rugby. Ils m'ont dit non, non, déjà en Angleterre, dans les années 1800, 1150, 1180, on entendait quelque chose qui ressemblait à ça. Bon, alors peut-être que lui, il a mis le mot français, mais théoriquement, il ne faut pas exagérer non plus. Donc le pouvoir n'est pas non plus aussi excessif qu'on peut imaginer. Et les jeux de mots, alors là, il y en a des ribambelles. Hein. J'en ai mis deux comme ça pour le plaisir. Hein. Bordeaux, qui était faible en championnat, a gagné, donc les caves se rebiffent, évidemment. En automobile, il y a un problème avec la pneumatique, la gomme de discorde, etc. Il y en a des ribambelles. Le plus célèbre, alors tous ceux que j'ai vus des anciens m'ont tous cité, c'est en football. Alors c'est un pigiste qui s'appelait Michel Lejar, qui était réputé pour faire beaucoup de blagues. Et à un moment donné, rencontre de championnat amateur de football, parce que ça fait partie de la complétude de l'époque. Pour lutter contre la presse quotidienne régionale, on essayait de donner les résultats, parfois jusqu'au niveau de séries. Vous voyez, ça va quand même. Série en rugby, je parle. Après le foot, on allait jusqu'au premier niveau amateur. Il y avait donc Blénaud qui jouait contre Nœux-les-Mines. Et il a dit, donc avec un nœud en plein redressement, Blénaud réagit. Voilà, c'était le jeu de mots. Alors tous en sont gargarisés pendant longtemps. Ça, c'était la marque de fabrique qu'il y avait entre eux. Bien, alors je passe vite sur la scénarisation. Quand on parle de langage qui est parfois ésotérique, mettre le feu au temple. Si on lit ça tel quel, on dit qui sont ces hooligans, qui vont faire quoi? En réalité, le temple, puisque là nous sommes avec une rencontre France-Angleterre, c'est évidemment Twickenham. Donc il faut être au courant, il faut lire derrière les mots pour bien comprendre ce qu'il en est. Et justement, parfois, ils allaient un peu trop loin, l'équipe. Et après, ils sont revenus sur ce style de titre en disant c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous comprendront pas. Alors, ce qui fait le succès aussi de l'équipe et sa marque de fabrique, c'est la fameuse preuve. Alors, souvent, c'est la photo. Match Grenoble-Castres, Castres gagne sur un essai plus que litigieux. L'équipe n'avait pas de journaliste ayant pris la photo. Il achète à Temps Sport. Et donc, effectivement, on voit très bien que le Grenoblois aplati. Donc, toujours cette vérité qu'il faut montrer là. Bon, pareil pour le but de Platini, la fameuse Arconada 84, je passe vite. Ce qui fonde également aussi le discours et les représentations journalistiques, c'est la figure du duel. Ça, c'est inhérent au sport. Pas simplement au sport, on s'affronte directement, le judo, l'escrime, tout ce qu'on veut, mais ça peut être aussi le cyclisme. Alors ça, c'est la photo célébrissime de Poulidor et d'Anquetil gravissant le Puy de Dôme. Une photo qui a marqué les esprits, puisque là on se demande si on est encore dans du cyclisme quand on les voit se toucher. Alors cette photo fait partie vraiment du patrimoine maintenant de la photographie mondiale, et l'équipe a joué bien entendu sur ce type de photographie pour asseoir son autorité. J'accélère pour, je prends encore 5-6 minutes, comme ça, pour la fabrique du champion. Je vous ai dit tout à l'heure que l'équipe peut créer ou non un certain nombre de héros ou pas. On a des usines à stéréotypes véritablement. Exemple ici, le champion, qui pour moi est le dernier champion avant l'ère télévisuelle, c'est-à-dire Cerdan. On le voit ici avec le baron de la boxe, comme il disait à l'équipe, c'est-à-dire Georges Peters, qui est celui qui va en Angleterre. En même temps, on constate qu'il y a des relations qui ont l'air d'être franches. Si on est aussi très, très observateur, on constate que là, on voit Air France. Et on a beaucoup de photographies de l'équipe de cette époque-là où les gens sont prêts à partir et surtout on voit bien le nom de la compagnie. Ça fait partie des publicités, on va dire, un peu déguisées de l'équipe régulièrement. Donc Peters connaît bien Cerdan parce qu'il le suit de partout dans le monde. Et là, on voit ce rapport de proximité. Et comme Cerdan, c'est un champion dans cette France d'après-guerre qui a besoin de retrouver des couleurs, de retrouver son honneur, eh bien, Cerdan est quelqu'un qui se bat comme un maquisard rencontrant un nazi dans l'arrière-boutique d'un bistrot. C'est une phrase qu'aurait dit un confrère états-unien à ce moment-là. Bien, vous voyez, on ressort un certain nombre de poncifs pour montrer combien c'est un grand champion. Mais comme on veut soigner son image, comme on veut l'aider finalement à être encore plus que ce qu'il est peut-être, on évite certains clichés, en particulier celui-ci. Le cliché où Cerdan est à terre, ça ne paraîtra jamais dans la presse quotidienne ou périodique française pendant très longtemps. Cerdan sera mort depuis des lustres quand l'équipe mettra cette photo. Vous voyez, donc on évite de montrer ce champion affaibli. On veut un vainqueur, on veut quelqu'un d'une belle virilité triomphante pour la France. En même temps,
donnant-donnant. On en profite aussi pour utiliser sa popularité et de mettre en avant une création, c'est l'équipe voyage à ce moment-là, ou alors Joe Louis, le grand champion du monde de boxe des poids lourds, lorsqu'il vient à Paris, est pris en photo devant l'équipe. Ça, c'est classique. Et à chaque fois, on va rentabiliser. C'est-à-dire que, comme ça se passe aux États-Unis, on organise des nuits Cerdan. On fait venir beaucoup de champions. Il y a de la musique, il y a de l'animation. Et chaque round est relaté, avec un décalage forcément, parce qu'il y a quelqu'un qui télégraphie ce qui se passe. On n'a pas la télé à ce moment-là, pour expliquer ce qu'il en est. Et quand il devient champion du monde, évidemment, on bat le record, non seulement du tirage, mais de vente. On est en 48. Il faut savoir que ce tirage de 823 587 exemplaires ne sera battu qu'en 1993, lorsque Marseille deviendra championne d'Europe. 1993. Donc ça prouve la force de la boxe et d'un champion comme celui que vous avez sous les yeux. Et le retour est évidemment triomphal, et l'équipe prend sa part, prend sa dîme sur cet honneur. Évidemment, il a beaucoup fait pour le champion, et forcément, le champion va venir à l'équipe, au Faubourg Montmartre. Et là, vous constatez que la rue est totalement paralysée. À chaque fois qu'il y avait un succès, il revenait, il y avait du monde. Mais là, pour le titre mondial, c'est un cran au-dessus, bien entendu. Et je passe rapidement, mais l'équipe en fait des pages là-dessus, des pages et des pages, en relatant tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, etc. Donc là, on a vraiment un champion d'un très grand niveau. Mais on n'a pas que ça, parce qu'on constate que certains personnages de qualité, certes, mais dans des sports beaucoup moins médiatiques, comme la lutte ici, ont pu être grandement médiatisés. Et c'est ce que j'appelle le panthéon de l'éphémère. On a des gens qui accèdent pour un temps réduit au sommet de la hiérarchie. Et au sommet de la hiérarchie également médiatique. Et ces personnes comme Guénaud, alors l'allitération avec Hérault bien entendu, montrent à quel point c'est important, à quel point le journal a un pouvoir pour mettre en valeur ces personnages. Et on continue. Alain Bernard, pareil. C'est plus un homme simplement, c'est plus un champion uniquement, ça devient plus que ça, puisqu'il entre au Panthéon. Vous voyez donc comment ça évolue. On a toujours cette constante, cet invariant qui existe pour mettre en valeur ces champions, mais là, on passe à un deuxième point, c'est une étape différente, c'est-à-dire que là, on est dans des logiques de marque. L'équipe va devenir une marque, et Alain Bernard va essayer de développer sa marque avec son titre de champion olympique. Et là, on a un petit peu passé à autre chose. Ce qui est intéressant aussi à relever, je termine là-dessus, c'est que, visiblement elle n'est pas passée, c'est que quand Cerdan est mort, à ce moment-là, Cerdan est devenu un mythe, et l'équipe y a contribué beaucoup. Parce que régulièrement, on commémore, on réactualise sa pensée. Dernier temps, en 5 minutes, l'émergence d'une marque, années 80, les 2000, il faut résister à une concurrence multiforme. L'équipe a eu peu de concurrence, je l'ai dit tout à l'heure. Le premier qui a osé, c'est le sport, de septembre 1987 à juin 1988. Il y a une constante aussi. Sport a résisté 13 mois en tant que quotidien. Après, il deviendra hebdomadaire et il va péricliter donc début octobre 48. Là, on n'est qu'à 9 mois. Et la troisième concurrence, ça sera 4 mois et demi. Donc l'équipe, à chaque fois, littéralement, va broyer ceux qui essayent de s'implanter sur ces terres. Et comment ils s'y prennent? Eh bien, parce qu'ils mettent beaucoup d'argent. Là, l'équipe va mettre plus de 60 millions de francs de l'époque, bien sûr, pour contrer ce journal qui, en partie, est issu de ses propres entrailles, puisque certains journalistes, jeunes, talentueux et ambitieux, sont partis de l'équipe parce qu'ils avaient constaté qu'on avançait beaucoup à l'ancienneté. En disant, moi je suis le numéro 5 dans ma rubrique, si je vais aller sur un événement comme les Jeux Olympiques, j'en ai pour 10 ans. Bon, non, ça fait un peu trop, je vais essayer d'aller voir ailleurs. Et c'est pour ça que quelqu'un, par exemple, comme Jérôme Bureau, va dire, on va couler le Titanic. Il a bien dit, je lui ai demandé, il m'a dit, oui, je l'ai dit, mais, m'a-t-il dit, je l'ai dit en plaisantant. Bon, peut-être, mais les gens qui étaient restés ont pris ça comme une insulte, vraiment. Et la différence, c'est que l'équipe était plutôt dans le factuel, dans le compte-rendu, les interviews un petit peu, mais pas trop. Et là, ils vont carrément magasiner, comme ils disaient, l'actualité. En clair, ils veulent faire une sorte de libération du sport. Changer la manière de voir le sport, changer les angles. Donc beaucoup de sondages, beaucoup d'enquêtes, ça sera très différent. Donc l'équipe réagit très vite. Donc je dis 60 millions, premier déficit et seul déficit, parce que c'est la couleur. Passage à la couleur. Ils vont se battre pour garder les annonceurs.
Et là, c'est le fameux numéro sur tous les dieux sur le stade avec le montage fait de Carl Lewis. Il savait que le sport allait être publié mi-septembre. Donc eux, ils sont dépêchés pendant l'été pour être publiés juste avant. Ils vont sortir le 29 août. Grâce à ça, on constate qu'ils vont vaincre la concurrence. En face, ils n'étaient pas assez solides. Les reins financiers n'étaient pas valables pour résister aussi longtemps. Parce que l'équipe a mis les moyens. Dernière concurrence, c'est le 3 novembre 2008. Il y a 2 low cost. Donc 2 journaux qui sont à 50 centimes. Surtout du foot. Par exemple, le 10 sport.com, bon, après ils diront plutôt le 10 sport, avait 90% de pages réservées, dédiées au football. Et surtout un football plutôt, on va dire, people. Vous voyez, ce n'est pas des grandes analyses, ce n'est pas de la recherche. Bon. Derrière, c'est le groupe d'Alain Veil avec, comment s'appelle, RMC derrière. Et en face, Aujourd'hui Sport qui arrive. Ah tiens, Aujourd'hui Sport, ça fait penser à Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une publication également de la famille Amaury. En réalité, Aujourd'hui Sport a simplement été créé pour contrer le 10. Et sa mission était de détruire le 10. Et une fois que c'était fait, ensuite, Aujourd'hui Sport se sabordait. Et c'est ce qui va se passer. 2 mois après la fin du 10 Sport, Aujourd'hui s'arrête. Le 10 Sport a porté plainte en 2008. Dès décembre 2008, ça vient de se régler au mois de mars 2022. L'équipe était condamnée à payer 2 millions d'euros pour ne pas respecter les lois de la concurrence. Parce que tout était fait justement pour calquer son numéro sur le numéro 10. Donc la concurrence a été très brève. Ceci dit, on est dans un secteur à ce moment-là qui est porteur, puisque l'équipe de France a des succès. Et si on regarde les 3 meilleures ventes de tous les temps, alors il y a 2018 qui est en dehors de mon cadre chronologique d'aujourd'hui, mais on constate que bien entendu, ce qui a le plus été vendu, c'est pour l'éternité, la vente de l'équipe lors du titre. En deuxième, c'est le titre de champion d'Europe, et en troisième, de nouveau le titre de champion du monde. Et puis, ceux qui étaient troisième jusqu'en 2018, c'était la demi-finale de 1998 contre la Croatie. Donc ça veut dire que maintenant, c'est que du football. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du cyclisme, de la boxe. Vous voyez, aujourd'hui, les 10 premières ventes de l'équipe de tous les temps, c'est que du football. Là, il y a un basculement qui s'est fait dans les années 80 principalement. Et l'équipe va élargir sa résistance, en particulier en se développant au-delà de l'écrit. Il y aura l'équipe télé, l'équipe.fr et puis même l'équipe radio. Donc l'équipe joue sur tous les tableaux, jouant également sur du marketing, puisque la création de l'équipe 21, c'est le 12-12-12 à 12h12. Bon. Donc là, c'est tout à fait intéressant comme remarque. Le problème aussi qu'on a maintenant, c'est que l'équipe, en tant que version papier, n'est plus aussi importante. Quand on interroge des sportifs des années 80 ou 90 versés dans le football, pour eux, franchement, ça ne compte pas. Alors ils sont contents, c'est un bon papier, évidemment, bien sûr. Mais ce qui compte pour eux, c'est surtout la télévision et les réseaux sociaux. C'est ça qui est primordial. Ce n'est pas du tout la version papier. Donc ça change. Alors c'est pour ça qu'ils sont encore diversifiés, l'équipe. Ils ont créé une version édition avec les 50 ans d'équipe, les 60 ans d'équipe, qui ont été des gros succès éditoriaux. À peu près 100 000 exemplaires vendus pour les 50 ans de l'équipe. Et puis ils ont créé aussi d'autres pièges à pub, comme on dit, l'auto, et puis les femmes. Donc là, ce sont surtout des pièges à pub, comme j'ai marqué. En vérité, ce n'est pas la qualité des papiers qui compte, c'est de faire venir des annonceurs pour pouvoir pallier les problèmes qu'il pourrait y avoir ailleurs dans les financements, surtout dans la télé. À la télé, ils ont eu beaucoup de soucis longtemps. Je laisse de côté l'affaire Jacquet, si vous avez des questions, on en parlera après. Donc là, on a une nouvelle hiérarchie des sports qui se met en place. Tous les sports populaires et professionnels d'avant disparaissent, hein, quasiment, comme la boxe et le cyclisme. En revanche, on a beaucoup plus de football, et encore du football, et beaucoup de football. Aujourd'hui, l'équipe, c'est à 50% du foot. Si vous regardez les unes, c'est 90% des unes de foot. Même quand il y a un événement important dans d'autres sports, souvent c'est du foot. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de majeur pour que le football soit délogé de la une. Bien. Hop, je passe rapidement. Attendez, je vais juste montrer ça sur le... L'équipe a également utilisé beaucoup la photographie, ça fait partie du changement. Parce que pour gagner autant de lecteurs comme ils ont fait dans les années 90 et 2000, c'est parce qu'ils ont ciblé surtout les événements majeurs et les champions.
Donc là, ils ont resserré leur focale pour intéresser plus les gens. Avant, vous avez le classement complet d'une course cycliste, par exemple. Aujourd'hui, non. Il n'y a que les principaux participants. On réduit ça au minimum. Et on centre les champions tels qu'ici Michael Phelps, qui a réussi un exploit exceptionnel, évidemment, en gagnant 8 médailles d'or aux mêmes Jeux Olympiques. Et cette photo qu'on voit là, ça correspond à celle qui est ici, prise par ce qu'on appelle des boîtiers déportés. C'est-à-dire qu'au fond de la piscine, vous avez maintenant des appareils photo. La difficulté, c'est d'être sur le bon couloir. Et l'équipe a encore une réputation assez forte pour être bien placée. Elle n'est pas au dernier couloir où, a priori, ce ne sera pas la personne qui va gagner. Là, on est au milieu et ça donne des images absolument remarquables. Et on a complètement changé la vision du sport. Les représentations ne sont plus du tout les mêmes. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui n'est plus vraiment un nageur ici, tel qu'on peut le représenter. Donc pour terminer, sujet tabou, il y en a pour 3 secondes. Longtemps, l'équipe n'était pas un journal d'investigation. Depuis les années 2000, ils ont fait quelques scoops retentissants, en particulier avec le scoop d'Armstrong, bien entendu, qui a été long à maturer, mais qui a permis de mettre en avant quand même l'essentiel du problème, même si tout le monde pouvait s'en douter avant. Là, il y avait vraiment des preuves importantes et formelles. Et puis, nous sommes en 2007, sur le Tour de France, le maillot jaune, Rasmussen, le Danois, part comme un voleur, la nuit, en catimini, et le photographe de l'équipe s'est mis dans la ruelle derrière et il a pris cette photo. Enfin, il en a pris 3 exactement. C'est le seul journaliste présent et il explique la joie, presque la jouissance qui était la sienne pour prendre cette photo en sachant que les autres allaient arriver trop tard. Donc là, on a basculé aussi. On n'est plus dans le journalisme simplement informatif, de l'exploit sportif, de la mise en valeur du champion. Là, on est passé à autre chose. On est dans cette logique du scoop, de besoin de lutter contre les réseaux sociaux, contre cette immédiateté. Là, il faut trouver autre chose pour résister. Et c'est pour ça que le cyclisme a été à un moment donné bien ciblé par ces photos. Et comme c'est organisé évidemment par la société qui dirige, qui chapeaute l'équipe, et à l'époque aussi le Parisien Libéré, forcément, derrière, il y a des répercussions économiques. Et la patronne de l'époque, Marie-Louise Lamorie, a demandé expressément à ne plus faire de tels papiers. Voilà, et c'est le Canard enchaîné qui sort ceci, c'est pour ça que je me permets de le mettre, pour ça, parce que certains me l'avaient dit oralement, mais là, vous avez un journal qui l'exprime. Voilà. Et je termine sur une image qui n'est pas très réjouissante, pour montrer quand même l'évolution. 2010, nous sommes à la Coupe du Monde. Cette une s'est remarquablement bien vendue. Ce qui peut interroger aussi. Et les anciens que j'avais interrogés à ce moment-là, en particulier les piliers de la rubrique cyclisme ou football que j'ai évoqué tout à l'heure, m'ont dit qu'eux, ils auraient publié l'information. Parce que beaucoup disaient, oui, c'est une info de vestiaire, il ne faut pas la donner. Et nous, on l'aurait donné. En revanche, on n'aurait jamais écrit ce que vous avez sous les yeux. Ça, on ne l'aurait pas mis, parce que nous, disait-il, quand nous devions rapporter des propos d'un sportif qui parlait de manière parfois un peu vulgaire ou qui s'exprimait mal, parfois certains étaient des gens qui avaient des grandes difficultés pour s'exprimer, eh bien, ils arrangeaient un petit peu le texte. Ou alors, ils mettaient la première lettre et puis 3 petits pointillés derrière. Vous voyez, là, ça les a choqués. Mais on est dans une logique maintenant où il faut faire le buzz. Parce que cette image-là, ce titre-là, a été répercuté à l'envi sur toutes les radios, sur toutes les télés, sur tous les réseaux sociaux. Et évidemment, ça s'est bien vendu. Vous voyez, donc là, c'est dangereux. On est dans quelque chose qu'il faut contrôler. Donc ça, c'est un problème. Et je terminerai tout de même par une image plus positive. Le sport, c'est aussi de l'émotion. Et l'équipe, aujourd'hui, dans ses campagnes publicitaires, met en avant l'émotion. Leur qualité professionnelle, mais l'émotion aussi. Et cette image est remarquable pour résumer la carrière d'un très très grand sportif, qui était André Agassi. Je vous remercie, j'étais un peu plus long que prévu. Si vous avez des questions.